This meeting is being recorded. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'ouvrir cette table ronde en direct depuis Strasbourg, capitale européenne, dans les locaux de l'Institut national du service public. Merci pour l'accueil ce soir, cet après-midi ce soir. Vous avez été nombreux à vous inscrire. Merci beaucoup pour votre intérêt pour le sujet. En cette fin d'après-midi, nous nous réunissons pendant 90 minutes pour parler d'une étude que voici, publiée par l'OFAGE en coopération avec l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, le DFI, sur l'impact des stages professionnalisants sur les trajectoires des jeunes. C'est un peu petit, vous ne voyez pas le titre, mais c'est un très joli titre, Partir pour grandir. Je ne vais pas dévoiler le contenu de cette étude que vous pouvez télécharger sur le site de l'OFAGE et sur le site du DFI. En tout cas, juste quelques mots pour vous dire que cet événement s'inscrit dans le cadre évidemment de l'année européenne de la jeunesse, de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, la fameuse PFUE. Et notre calendrier est propice à la discussion sur ce sujet puisque demain se réunissent à Strasbourg dans le cadre d'une réunion informelle les ministres de l'Éducation et de la Jeunesse de l'Union européenne. Et puis, il y a eu, il y a quelques jours, une rencontre des ministres européens qui ont appelé à développer la mobilité des jeunes en apprentissage. Donc, vous voyez que le calendrier est tout à fait idéal pour notre sujet. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir ce soir Anne Wieland, qui est vice-président du Parlement européen, qui n'est pas dans cette salle à Strasbourg, mais qui est en direct de Bruxelles, l'autre capitale de l'Union européenne. Les deux auteurs de l'étude, Stefan Seindorf à ma gauche, directeur adjoint du DFI, l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, Vincent Goulet, qui est sociologue et qui est chercheur associé à l'Université de Strasbourg. Bienvenue ce soir, merci d'être là. Et puis, je vais passer tout de suite la parole aux deux secrétaires généraux de l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui nous font l'honneur d'être ici en ligne, donc non pas en Strasbourg, mais les miracles de la technologie leur permettent d'être présents et de nous accompagner. Donc, bienvenue à nos spectatrices, spectateurs. Merci de couper votre micro. Je sais que depuis 2 ans, on est censé le savoir, mais bon, ça ne fait peut-être pas de mal de le répéter. Et puis, je passe directement la parole à Anne Taleno. Chère Anne, je t'en prie, nous t'écoutons. Merci beaucoup, chère Claire. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous, chers participants et participantes qui êtes avec nous, en espérant que ce sera aussi pour partir et revenir. Et nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ce soir, et nous en profitons d'ailleurs pour vous présenter nos vœux pour cette nouvelle année, puisque nous avons encore quelques jours pour le faire selon la tradition française. C'est donc avec plaisir que nous allons mener et entendre cette discussion. Et chère Claire, tu l'as souligné, nous avons l'honneur ce soir d'avoir avec nous Monsieur Rainer, monsieur, de nous faire cet honneur. C'est dans un cadre éminemment européen donc, que nous nous trouvons, puisque donc, ça a été mentionné, année européenne de la jeunesse, présidence française de l'Union européenne et annonce des ministres dans ce cadre. Il n'y avait donc pas de meilleur moment pour présenter les résultats de cette étude à l'occasion de cette table ronde, parce qu'elle s'inscrit vraiment dans le programme de travail, les programmes de travail nationaux de nos gouvernements, aussi de l'Europe. On pense évidemment à l'annonce du programme ALMA par la présidente de la Commission. Mais en tout cas, là, pendant le laps de temps que nous avons, ces 90 minutes, nous allons donc vous présenter les résultats de cette étude par les auteurs et qui met en avant des formats destinés donc à des jeunes avec moins d'opportunités et valorisant les séjours dans d'autres pays de l'Union européenne. Je ne vais pas en dévoiler le contenu, mais la conclusion, en tout cas la plus
c'est-à-dire en tout cas importante à nos yeux, et que toute expérience, même ponctuelle, et même avec l'acquisition de compétences de langage faibles, est bénéfique, et que les programmes qui sont donc ancrés dans les formations professionnelles de mobilité devraient être prioritaires au vu du résultat de l'étude. C'est vraiment avec ce constat que notre expérience franco-allemande peut nous permettre de développer, d'établir, de proposer des pistes pour le développement de programmes européens qui peut-être viendraient justement s'inscrire dans le cadre du futur ALMA. Alors, l'action de l'OFAGE dans les mobilités individuelles dans le cadre de l'enseignement professionnel, technologique, agricole et l'enseignement supérieur se décline sous plusieurs formes. Rassurez-vous, je ne vais pas toutes vous les mentionner ici. En tout cas, nous nous attachons à faciliter l'accès au marché du travail et à favoriser l'employabilité des jeunes en France et en Allemagne. Et nous savons bien sûr à quel point, alors que nous ne sommes pas encore sortis de cette crise, cet aspect-là revêt encore plus d'importance. C'est la raison pour laquelle nous soutenons une mobilité qui a pour l'objectif l'acquisition de compétences linguistiques, interculturelles, sociales et professionnelles. Et ces compétences qui sont transversales, elles constituent une valeur ajoutée tout à fait importante, et elles répondent pour les jeunes concernés, aussi bien qu'elles répondent aux besoins des entreprises et des employeurs à la recherche de jeunes professionnels qualifiés. Nous avons une stratégie interne qui s'appelle diversité et participation, et qui est destinée uniquement à ces jeunes, aux jeunes avec moins d'opportunités, et dans lequel nous octroyons depuis 2018 des bourses pour des stages pratiques dans le cadre de la formation professionnelle, aussi bien que l'enseignement supérieur, donc à ces jeunes, les jeunes les moins favorisés et qui ne peuvent pas se permettre de financer par leurs propres moyens et sans soutien institutionnel un séjour dans le pays partenaire. Chaque année, donc avant la période de Covid, c'était environ 550 à 750 bourses pour stages pratiques obligatoires, donc formation pro et enseignement supérieur que nous financions, et nous souhaitons augmenter le nombre de jeunes qui bénéficient de ces bourses pendant les années à venir dans le cadre de notre plan de relance pour les échanges et la mobilité des jeunes français et allemands et en Europe. Ce programme de bourse donc permet de soutenir les jeunes qui doivent effectuer un stage obligatoire dans leur cadre de leur formation. Ce sont les établissements qui en font la demande. Et depuis 2017, on peut cumuler les différentes bourses, que ce soit par exemple la bourse d'Erasmus+, des bourses régionales, aussi bien que la bourse de l'OFAGE. Et alors que celle-ci, on le sait, ne couvre pas forcément le coût mensuel pour des jeunes engagés pour pouvoir couvrir donc, et prendre en charge la totalité de ce stage. Donc, nos aides, elles s'adressent vraiment aux jeunes, dans ce cadre en tout cas, qui n'auraient pas les moyens de financer par leur propre fonds une mobilité de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, dans le cadre de la formation professionnelle. Et c'est un sujet sur lequel nous souhaitons monter, je dirais, en puissance. C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui le début cette réflexion, cet échange et les pistes que nous pourrons tracer pour l'avenir, puisque, comme je l'ai déjà mentionné, en tout cas, la pandémie nous a mis aussi face à une urgence particulière par rapport à l'insertion professionnelle des jeunes et les clés que les mobilités pourraient y apporter. Tobias, la parole est à toi. Merci beaucoup, Anne, d'avoir mis en lumière l'importance du sujet, notamment pour l'OFAGE et en général. Nous attendons Tobias Bitto, secrétaire général allemand de l'OFAGE, qui est ici présent en ligne, en tout cas. Nous l'avons vu tout à l'heure. Tobias, où est-ce que le défi doit faire une manip?
Jetzt geht es. Wunderbar. Bonsoir und guten Abend. Malheureusement, je n'ai pas pu allumer mon micro, mais maintenant c'est parfait. Évidemment, moi aussi, je suis très, très ravi d'être parmi vous aujourd'hui, monsieur le vice-président, lieber Herr Wieland, cher monsieur Gollet, cher monsieur Seidendorf, chère Claire, et si vous permettez, chers amis de l'amitié franco-allemande. Alors qu'en France, les stages à l'étranger dans le cadre de la formation professionnelle sont la norme et parfois même obligatoire et sont beaucoup plus rares dans le cadre du système dual, dualen System en Allemagne compte tenu d'une mise en œuvre plus difficile. Les jeunes en apprentissage résidant en Allemagne contribuent directement à l'activité au sein des entreprises allemandes, alors que les jeunes en formation professionnelle en France, dépendant du système éducatif, sont contraintes de production. C'est ce qui explique en partie la différence entre le nombre de demandes venant d'Allemagne par rapport à celui venant de France. Le faible taux de chômage des jeunes, associé à la pénurie croissante de travailleurs qualifiés, contribue également à la réticence des entreprises allemandes à envoyer des jeunes en formation professionnelle dans un autre pays. Ce 5% des jeunes venant d'Allemagne en apprentissage sont partis à l'étranger pendant leur formation en 2017, par exemple. C'est ce qu'a révélé une étude publiée en 2018 au sujet des séjours à l'étranger dans le cadre de la formation professionnelle. Les stagiaires venant d'Allemagne qui sollicitent une bourse de l'OFAGE sont généralement issus du secteur de formation tels que les activités commerciales, la gastronomie et la pédagogie sociale. Côté français, l'éventail des groupes de profession exercés par les stagiaires bénéficie d'une subvention et plus large. En principe, un stage à l'étranger requiert beaucoup d'engagement de la part des institutions concernées, une coopération étroite entre les établissements de formation et implique pour le personnel enseignant un investissement considérable de temps pour la recherche de stages adaptés et pour apporter aussi un soutien pédagogique. C'est la raison pour laquelle l'OFAGE soutient également les visites du personnel enseignant sur le lieu de stage. Un statut franco-allemand du stagiaire, comme vous le savez certainement, existe depuis janvier 2013 dans le cadre du programme Praxis. Il s'adresse à des jeunes de 18 à 30 ans qui veulent effectuer un stage à l'étranger indépendamment d'un cursus de formation. L'OFAGE, autant qu'organisme de formation continue, dans ce contexte, assure le cadre juridique, donc convention de stage dans les deux langues, assurance complémentaire et les suivis pédagogiques. Grâce à l'outil, par exemple, AkiApp, nous permettons aux participants de réfléchir à leur expérience et de la valoriser. Lorsque c'est nécessaire, l'OFAGE essaie de faire intermédiaire entre les stagiaires et les entreprises d'accueil. Peut-être aussi un mot, parce que là, pour terminer, dans le contexte aussi de notre travail de recherche dirigé par toi, chère Claire, on a 3 objectifs dans notre travail de recherche et évaluation à l'OFAGE. Premièrement, connaître précisément l'impact des programmes que nous soutenons et ou mettons en place, les faire évoluer en permanence pour tenir compte des expériences et des évaluations, et dernièrement, faire des programmes franco-allemands un laboratoire pour des programmes voués à être entendus au niveau européen. Pour terminer, merci beaucoup à tous les collègues, tous les chercheurs qui ont participé, évidemment en particulier aux très chers collègues du DFI pour la co-organisation de l'événement, à l'INSP pour mettre gracieusement ses locaux à notre disposition dans le cadre de ce très bel événement PFUE et année européenne de jeunesse. Et merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci beaucoup, Tobias. Je propose directement de passer la parole à Rainer Wieland, qui devrait nous entendre depuis Bruxelles. Et je vais profiter de ce que tu as dit, Tobias, le laboratoire, un laboratoire pour l'Europe, pour l'intégration européenne, à partir des programmes franco-allemands. Et c'est justement cette question, Herr Wieland. Allô, Sie sind bei uns, schön. C'est exactement la question que j'allais vous poser. Vous avez reçu l'ouvrage, on m'a dit que vous l'aviez lu, nous en sommes très contents. Et je voulais vous demander
quelles sont les leçons que vous tirez, vous, de cette expérience franco-allemande telle qu'elle est écrite dans l'étude pour l'Europe, pour la politique européenne vis-à-vis de la jeunesse? Vous avez la parole. Vous nous parlez en anglais, je crois, depuis Bruxelles. Oui, parce que mon français est trop faible pour faire une contribution qu'il a demandé. And so I ask for your understanding that I answer in English. I could understood what the previous speakers have said mainly, but I prefer to do that in English. So first of all, I want to express that it is extremely valuable that we have a study like you produced, and I'm personally grateful to Mrs. Binder, Dr. Seidendorf, and Monsieur Goulet for this study, because it makes visible what are possibly the shortcomings or what is the margin of maneuver to improve the situation. And I was very proud to present the idea that this study should be presented also in Brussels, and I regret it highly that the pandemic forces us now into such a format we have this evening. And Professor Seidendorf, we both would have not expected that this is necessary when we talked about that last year. So second, above all, it is not only something like a self-referential issue or l'art pour l'art, that we talk about inclusion of people from all social background. It is that we really have to struggle that Europe is not an elite project. And we also have to struggle that Erasmus and other things like that are not elite projects. And it is not only because of the people to be involved in those processes and programs, it is because of us, because we have an interest that Europe is not an elite project, and that the addressees are not only amongst those who have the highest education. I think we should struggle that Europe is a project for all. And for the people itself, it is important to have an opportunity to learn more about people in the same or in different life situations in other countries, so that they see how is the comparison between them and other people from the same age and possibly in the same professional situation, trying to become qualified for a certain profession. And therefore it is important to take those people on board. And it's not only difficult for Europe or for Erasmus and others, it's also difficult for me. I mean, next month, it will be 2 years that I had my last visitor group in Strasbourg. And I hope that this is not continue to be continue ad infinitum. But it's also a struggle for me, mostly a gymnasium, or very rarely a Realschule, or even more rarely a Berufsschule address me. But it's always a highlight for me when a professional school like Berufsschule is asking to have a visit in Strasbourg. And we really have to ask ourselves every day, what can we do to take those people on board, to open their horizons? And it is
it is extremely valuable that we have something now which makes that visible, that only 8% of the participants in those programs are not from what we possibly, or some people possibly name an elite. I think all those people who are striving and learning and büffeln, we say in Germany, and looking that they have a professional excellence, all those people are elites, and in that respect, we need all of them for Europe. Un grand merci. Thank you very much. Vielen Dank pour vos mots d'encouragement et cette question justement de repenser la notion d'élite pour l'Europe paraît tout à fait importante. Merci beaucoup pour votre présence. Vous n'allez pas pouvoir malheureusement rester très longtemps avec nous car vous avez d'autres engagements à Bruxelles, mais heureux que vous ayez été parmi nous pour ouvrir cette table ronde et cette conférence débat. Je passe directement la parole à nos deux auteurs qui vont présenter plus précisément les résultats de l'étude. J'aimerais aussi vous dire, cher public, que vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat, car nous avons évidemment prévu une séquence pour échanger avec vous, pour que nos auteurs puissent répondre à vos questions. Voilà, donc vous pouvez commencer dès maintenant à poser vos questions, même si, évidemment, traditionnellement, cette séquence est prévue en fin d'événement. Voilà, bonjour. Donc, pendant une demi-heure à peu près, un petit peu moins, on va essayer d'être assez synthétique. Stéphane et moi-même allons vous présenter l'étude. Donc, vous pouvez réagir au fur et à mesure. Claire va noter les questions, peut-être pas toutes parce qu'il y en aura peut-être, j'espère, beaucoup. Et donc, comme on n'est pas toujours très habitué aux choses en ligne, on a fait un petit PowerPoint qu'on va vous commenter tous les deux, Stéphane et moi. Et donc, Stéphane Zeindorf est en train de lancer le PowerPoint de façon à ce que vous l'ayez en vue. Et puis ensuite, on vous explique les principaux points de l'étude que vous pouvez télécharger sur le site de l'OFAGE, le livre gratuitement, je crois, en PDF. Et puis, il y a aussi des résumés, plusieurs types de résumés en 10 pages, en 4 pages, en allemand, en français. Dans les deux versions linguistiques. Dans les deux versions linguistiques, bien sûr. Mais très franchement, c'est mieux de lire le livre parce qu'on rentre plus dans la matière que dans les résumés de 4 pages qui sont toujours un peu trop, on va dire, un peu trop succincts. Voilà. Peut-être quelques mots quand même sur le temps de l'étude. On a travaillé pendant 3 ans, hein, c'est ça, Stéphane? C'est, je crois, la première fois qu'il y a eu quelque chose de fait sur cette dimension-là. C'est à la fois une étude, on va dire, assez exhaustive et longitudinale. On vous expliquera ça sur la méthodologie, dans la mesure où on a retrouvé beaucoup de stagiaires, on a réinterrogé beaucoup de stagiaires 3 ou 4 ans après, ce qui permet de voir les effets à moyen terme, au moins, hein, pas à long terme. On n'a jamais les effets à long terme d'une vie. La vie est longue tant qu'on ne l'a pas finie. Donc, forcément, on a quand même un certain recul, 3 à 7 ans après le stage, pour savoir que sont devenues ces personnes-là. Bien, ben Stéphane, je vais te laisser la parole puisque c'est toi qui introduis. On va donc se mettre derrière nos ordinateurs. J'espère que le son est toujours aussi bon. Est-ce que tu peux poser ta version là-dessus? D'accord. Eh bien, vas-y. Donc, on a été assez nombreux à la faire, cette étude. Il y a Suzanne Binder aussi, qui sont donc en ligne, qui était co-autrice, et puis tu vas dire un peu de critique qu'il y avait derrière, même si on a hâte d'aller au résultat. Alors, merci Vincent, merci Claire pour cette réunion ce soir, merci au public patient, que c'est un peu plus difficile que d'habitude de manier les difficultés techniques entre Bruxelles, Strasbourg, Ludwigsburg et les différents endroits où vous êtes. J'espère, je crois que vous pouvez bien voir notre petite présentation maintenant. Comme Vincent l'a dit, les auteurs sont Suzanne Binder, Vincent Goulet et Stéphane Zeindorf. Pendant 3 ans, on a profité d'un financement de l'OFAGE qui nous a accompagnés et soutenus pendant
cette étude. L'équipe qui a travaillé dessus, elle était effectivement beaucoup plus grande. À différents bouts de cette étude, vous allez découvrir tous les éléments qu'on a pu analyser, rechercher, développer et qui nécessitaient donc ces 3 ans d'études. Donc, je vais essayer de finir avec ça. Voilà. Alors, c'est les objectifs d'une. Très bien. Pourquoi on a fait ça? Comme vous l'avez compris, l'OFAGE soutient donc, il s'agit des stages individuels en entreprise, dans notre pays évidemment, avec différents programmes. Les participants peuvent donc être issus de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de la duale Ausbildung en Allemagne, mais aussi des différentes formes d'études supérieures, comme les deux systèmes éducatifs en France et en Allemagne et de formation sont très, très différents. Ça fait qu'on doit proposer un cadre très large de programmes pour vraiment pouvoir proposer à tout le monde un format adapté. M. Buteau l'a dit, le secrétaire général, il y a aussi des jeunes qui ne sont plus scolarisés, mais qui ne sont pas encore sur le marché du travail et qui peuvent profiter de cette embryon, on va dire, de statut de stagiaire franco-allemand avec le programme Praxis qui leur permet d'être assurés, d'avoir un cadre pour effectuer leur stage. Voilà. Sur le contenu, le volet empirique de cette étude, évidemment, on voulait savoir qui réalise un stage à l'étranger, quel est le profil un peu sociologique, hein, comme pour les sociologues, qui se cache derrière ces gens qu'on a analysés, qu'on a regardés. Ensuite, comment se déroulait leur stage, où est-ce qu'ils ont été, dans quelle région, dans quelle branche, dans quel métier, combien de temps ils ont passé et quelles ont été les conséquences à moyen et long terme. Donc, parmi la plupart des études un peu comparables qu'on a, on se contente très souvent d'un seul de ces éléments. C'est des études très bien faites, très intéressantes, mais rarement on peut vraiment couvrir l'ensemble. Qu'on ait une idée assez large sur le profil de ces personnes, de ces jeunes qui participent, qu'on sait ce qu'ils ont fait exactement et qu'on retrouve aussi la suite quelques années après pour pouvoir dire qu'est-ce que ça leur a apporté en termes de carrière professionnelle, de développement de la personnalité principalement. On continue. Un deuxième élément concerne évidemment la mise en perspective de cette particularité franco-allemande. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, si le DFI et l'OFAGE s'unissent pour mener une étude, on nage dans le milieu franco-allemand qui peut presque pas être plus franco-allemand. Et on a le problème qu'on sait plus ou moins bien à qui on a affaire, comment ça se passe, quelles sont les particularités, quels sont les atouts et les faiblesses, mais plutôt rarement on essaye de comparer une étude franco-allemande, une expérience franco-allemande sur quelque chose de plus large, européen ou international. Évidemment, puisque cette expérience franco-allemande, elle est toujours particulière, presque unique, mais il faut quand même chercher pour pouvoir analyser, pour pouvoir gagner des enseignements un peu plus généraux, à comparer, à faire une mise en perspective avec d'autres expériences. Alors, les particularités franco-allemandes, c'est surtout cette coopération par réseau qui se construit depuis les années 50, fondation de DFI en 1948, comme une des premières instances de l'OFAGE en 1963, et depuis donc 75 ans, un peu plus, on développe les jumelages, le premier jumelage à Ludwigsburg en 1950, les échanges scolaires, et ainsi de suite. Et tous ces acteurs se retrouvent sous le toit, on peut dire, de l'OFAGE, profitent de ces offres, et en même temps aident à mettre en œuvre ces différents stages. Ça mène à des liens très forts avec les systèmes d'enseignement, hein. Les porteurs jusqu'à aujourd'hui de ces échanges, c'est les
l'enseignant, les enseignants qui s'impliquent souvent bien au-delà de ce qu'on peut raisonnablement attendre d'une bonne fonctionnaire, d'un bon fonctionnaire. Personnellement, jusqu'à accueillir des stagiaires chez eux ou les accompagner sur place où ils doivent mener donc leur stage. Et c'est ces structures-là, ces engagements-là qui permettent, en troisième lieu, d'atténuer, et c'est une troisième particularité, les fortes différences culturelles qui persistent entre la France et l'Allemagne. Malgré tout ce qu'on a fait depuis l'après-guerre, la France et l'Allemagne sont et restent deux pays très, très différents, où les choses ne se passent pas de la même manière. Ça commence avec la langue, évidemment. Vous ne baragouinez pas en anglais, mais vous devez apprendre l'allemand ou le français considéré comme compliqué et de fait difficile. Hein. On peut en témoigner nous-mêmes, Claire, je ne sais pas. Toi, je crois que c'était déjà depuis la naissance, mais pour nous, c'était laborieux et dur. Et donc, ça mène à une expérience d'altérité et de dépaysement qui sont d'un côté très forts, mais qui, de l'autre côté, sont atténués, on peut dire, accompagnés par ces réseaux franco-allemands. Ça, c'est un peu la particularité franco-allemande et on peut se demander en quoi ces particularités, on va le voir pendant cette présentation, permettent vraiment à un très grand nombre, avec des profils très divers, des jeunes, de participer à ces stages, de profiter de ces stages. Voilà, et là, c'est Vincent qui prend la suite. Oui, alors quelques mots sur la méthodologie de la recherche. Donc, on avait eu l'opportunité d'accéder à l'ensemble de la population des jeunes qui ont fait un stage entre 2013 et 2017, donc 3172 jeunes, à travers leur dossier administratif et leur rapport de stage qui étaient précieusement entreposés à l'OFAGE. Donc, on a été récupérer les cartons et on a fait un échantillon représentatif, on a fait par tirage au sort et puis évidemment stratifié, et on a étudié 1320 participants et participantes, c'est-à-dire les dossiers, rapports de stage, les CV, dossiers administratifs, pour avoir le maximum d'informations. Il y a aussi un autre échantillon de 845 personnes qui est encore plus proche, et puis on a un autre un peu plus grand qui servira à faire une analyse de correspondance multiple dont on vous parlera, qui permet d'affiner les choses. Ensuite, quelques années plus tard, donc au bout de 2 ans de recherche, on a mis en ligne un questionnaire avec des questions qui ont été faites sur mesure en fonction des interrogations qui sont apparues quand on a dépouillé les dossiers. Et on a pu donc recueillir 350 personnes. Enfin, 350 personnes ont répondu 3 à 7 ans après le stage à notre questionnaire, ce qui a permis donc de pouvoir valider certaines choses. Et toutes ces informations ont été codées par toute une équipe, qu'il faut remercier ici, de façon à trouver des indices pour quel niveau de langue, d'où viennent-ils. Bon, l'origine sociale, c'est que pour le questionnaire en ligne, mais comment s'est passé le stage? Est-ce que les relations avec les collègues pendant le stage étaient bonnes, etc. Donc tout ça, on a un ensemble de variables qui ont été renseignées de manière plus ou moins exhaustive selon la façon dont le rapport de stage avait été rédigé. Mais ça c'était vraiment une base de données assez conséquente. Et enfin, on a fait une quinzaine d'entretiens semi-directifs avec des étudiants que j'accompagne au Frankreich-Zentrum de l'Université de Freiburg. Et donc, on a pu valider quelques petites choses par les entretiens qualitatifs. Voilà, c'est pour dire que… oui, on a dit qu'on va… Bien sûr, oui. Bien juste, on va faire à demain. Et ce sera peut-être un peu plus facile à suivre si on change un peu pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Et comme c'est une heure avancée de l'après-midi, on a tendance à s'assoupir un peu, donc on va se relayer un peu. Donc cette approche avec le logiciel Max QDA, comme c'est nommé, on va dire rapidement ce que c'est. On a exploité surtout ces rapports de stage et tous ces documents, et ça permet en quelque sorte de combiner 2 choses qui normalement restent dans ce type d'analyse séparées. Soit on exploite les témoignages subjectifs des participants, c'est-à-dire ils ont dit « j'ai profité de ce stage. Ce stage, il m'a bien plu. C'était intéressant ou c'était dur ». Ça reste des témoignages subjectifs. C'est assez difficile, d'un point de vue sociologique, de dire quelle est la vérité au-delà du vécu individuel derrière. Nous avons donc analysé tout cela, nous l'avons mis dans la base de données, mais nous l'avons combiné avec les facteurs un peu empiriques qu'on pouvait aussi trouver à travers tous ces dossiers, c'est-à-dire le lieu de stage,
la durée du stage, et puis plus loin, combien de temps pour s'insérer au marché du travail et tout ça. C'est une combinaison et c'est un peu la nouveauté, si on peut dire, de cette étude, une analyse du vécu, du regard subjectif que les participants portent sur leur stage, avec ce qu'on peut trouver en éléments objectifs, en quoi ce stage leur a été favorable, leur a permis quelque chose. Voilà, juste ce petit ajout que j'espère pas trop technique. Voilà. Donc, ça permet de voir en fait qui parle, et quand on a quelque chose de subjectif, on sait qui a dit ça et dans quelles conditions il a pu le dire. Alors, il y a quand même des petits biais parce que le rapport de stage, c'était aussi pour avoir la subvention, etc. Et puis, forcément, on essaye de positiver les choses. Hein. C'est pour ça que c'était intéressant d'avoir 3, 5, 6 ans après, un petit retour où parfois ça nuance un peu. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Donc déjà, on va se poser la question, qui réalise un stage donc en France ou en Allemagne? Parfois, je dirais les Français, les Allemands, c'est les résidents en France, les résidents en Allemagne, hein, mais pour aller plus vite, on dit comme ça. Et alors, on remarque que déjà, il y a beaucoup plus de Français qui réalisent, 2 tiers de Français qui réalisent le stage dans le pays partenaire et 1 tiers seulement de résidents en Allemagne, et qu'il y a beaucoup plus de femmes qui le font que d'hommes. Et d'ailleurs, les femmes sont surreprésentées du côté des Allemands, donc c'est plutôt des Allemands. Hein. Voilà. Vous avez un petit graphique qui va apparaître qui montre à quel âge la courbe en fait de l'âge de participation, et c'est très intéressant parce que en bleu clair, vous avez plutôt ceux qui viennent d'Allemagne, et on voit qu'il y a 2 petits pics, un qui correspond plutôt au berufliche Bildung, à l'apprentissage ou à la formation professionnelle, et puis un autre beaucoup plus tard, vers 23-24 ans, qui correspond plutôt à des niveaux master un peu plus avancés. Et au contraire, les Français font massivement leur stage quand ils ont 20-21 ans, c'est-à-dire en bac plus 2, bac plus 3, hein, pendant, on va dire, le premier cycle. Donc, on voit déjà qu'il y a des profils, en tout cas des manières de rentrer dans cette histoire de stage qui sont très différentes. Hein, on va voir plus en détail. Tu peux passer la suite. Donc, pour les origines sociales, les stagiaires ne sont pas particulièrement issus de milieux aisés. Hein, ce n'est pas quelque chose pour l'élite. Néanmoins, il y a un peu moins d'enfants issus de milieux modestes dans la population des stagiaires que dans l'ensemble de la population française. Ce n'est pas tout à fait incroyable comme résultat, mais il y en a quand même un peu moins, mais ils sont quand même là. Hein. Et surtout, la forte surreprésentation, c'est la classe moyenne, et je dirais même la fraction inférieure de la classe moyenne, c'est-à-dire plutôt les enfants de profession intermédiaire qui, en quelque sorte, profitent ou qui sont les plus nombreux, hein, du côté de la France, à se saisir de cette opportunité du stage. Pour l'Allemagne, le bilan est un peu plus contrasté. Il y a plus d'enfants de milieux aisés qui sont mieux représentés. Il y a quand même des enfants de milieux populaires, même s'ils sont un peu plus sous-représentés. Et on a aussi, un peu comme en France, une forte surreprésentation, hein, des classes moyennes. Tout ça, c'est des statistiques qui ont été faites d'après le questionnaire où on a demandé la profession des parents. C'était une indication qui manquait en quelque sorte dans les dossiers administratifs. Tu peux voir le capital culturel. Alors, on s'est demandé aussi, parce que est-ce que c'est des familles très cultivées? On a essayé de trouver un indicateur, et on a utilisé un indicateur qui a été déjà employé par d'autres études. C'est combien de livres y a-t-il dans votre domicile familial, à la maison de vos parents, pour essayer d'avoir une objectivation du capital culturel. On s'aperçoit qu'il y a un stagiaire sur 10 qui avait moins de 25 livres au domicile des parents, ce qui est donc, c'est quand même pas rien. Malheureusement, aussi bien en France qu'en Allemagne, le taux de personnes qui ont peu de livres est encore plus important que 1 sur 10. Hein. Mais on touche quand même des familles qui n'ont pas forcément un rapport très facile avec la culture, du moins sous sa forme livresque. Néanmoins, on a remarqué quand même que c'était, même si c'est des familles modestes, des familles d'employés, d'ouvriers, il y avait quand même une ouverture et une façon d'investir la famille dans l'ouverture aux autres, dans la recherche de cultures différentes. Voilà, il y a quand même une ambiance familiale qui très souvent est là et qui accompagne ce désir pour les enfants, les plus jeunes plutôt, leurs enfants, d'aller de l'autre côté de la frontière. Parfois, il y a des cas où vraiment, bon, j'étouffe chez moi, je vais ailleurs, hein, mais ça reste relativement moins fréquent. Tu veux dire quelque chose d'autre, Stéphane, ou je te voyais? C'était bien. Alors ensuite, vous avez un gros morceau,
statistique, hein, puisque l'intérêt de l'étude, et c'est pour ça qu'on a pris beaucoup de plaisir à la mener, c'est à la fois faire une étude qualitative et quantitative. Hein. De toute façon, les deux vont toujours ensemble quand on fait de la sociologie, et il ne faut pas opposer quantitatif et qualitatif. Et donc là, vous avez un graphique qui essaye de montrer comment 3 variables sont en interrelation pour décrire quelles sont les personnes qui font le stage. Alors, vous avez au fond un F, c'est des Français qui ont eu une seule expérience déjà d'échange interculturel franco-allemand avéré, hein, tel qu'on a pu le voir, et vous avez le niveau linguistique tel qu'il a été déclaré sur le CV. Là aussi, parfois, c'est un peu subjectif. Et on s'aperçoit donc qu'il y a beaucoup de Français qui parlent pas très très bien, qui ont très peu d'expérience et qui sont allés en stage. Et puis, vous avez donc 2F, ça c'est certains qui ont un peu plus d'expérience, et d'ailleurs ils ont un niveau un peu meilleur. Très peu de bilingues, hein, comme vous le voyez, hein, la ligne des bilingues est très faible, il y a très très peu de gens qui sont déjà dans le franco-allemand. Il y en a quelques-uns, mais on peut vraiment dire qu'à plus de 95-96%, c'est des gens, on va dire, des gens qui ont un rapport plus ou moins existant avec l'autre pays. Et on s'aperçoit aussi que du côté des Allemands, en général, le niveau de langue est un peu meilleur qu'en France, dans la langue du partenaire. Et il y a un peu plus souvent d'habitude d'avoir été déjà de l'autre côté de la frontière. Donc, la conclusion, c'est que ceux qui habitent en France prennent peut-être un peu plus de risques pour essayer de découvrir quelque chose de totalement nouveau que du côté allemand, c'est peut-être plus dans le cadre d'un projet mûrement pensé, un peu planifié, hein, et on va voir que ces deux types sont de plus en plus assez évidents. Mais je te passe la parole pour la fameuse question des JAMO. Oui, merci Vincent. Alors, les JAMO, tout ce qu'on a vu déjà, qui s'annonce déjà, que Vincent a très bien présenté, on peut le reprendre autour de cette notion de JAMO. JAMO, vous demandez peut-être ce que c'est. C'est un acronyme qui a été introduit par la Commission européenne au niveau européen pour parler des jeunes gens avec moins d'opportunités que leurs pairs. Young people with fewer opportunities compared to their peers. En français, jeunes ayant moins d'opportunités. Depuis 2015, l'OFAGE essaye de mettre en œuvre une stratégie diversité et participation qui porte une attention toute particulière à ces jeunes, tout en refusant de faire une sorte de discrimination positive avec des programmes qui les sortiraient de l'approche générale. Plutôt, on cherche à trouver les obstacles individuels qui font qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes avec ces différents handicaps qui participent à ces échanges et de leur mettre des stratégies ou des programmes qui permettent de participer. Ces différentes opportunités qu'on peut avoir ou pas avoir, ils se réfèrent, comme vous le voyez, sur une histoire migratoire de la famille, sur la situation sociale générale, éventuellement aussi sur la taille de commune d'origine, est-ce qu'on vient d'un milieu rural très reculé, et on prend aussi la question du capital culturel. Si on établit tout ça, on peut, même si nous deux, en tant que sociologues, on reste très réticents contre les statistiques que nous avons fait nous-mêmes, une sorte d'indicateur JAMO de combien de ces jeunes un peu défavorisés par rapport à leurs égaux, on peut identifier dans ces différents programmes. Nous avons été prudents pour ne pas trop exagérer leur taux, et nous avons dit il faut au moins un de ces critères qui doit être rempli, donc histoire migratoire, une situation sociale difficile, une taille de commune petite, reculée. C'est les différents éléments qui peuvent nous indiquer que là, il peut y avoir un problème. Et il faut qu'aucun autre de ces critères soit contredit. Donc, quelqu'un d'un milieu très aisé, riche, qui habite en milieu rural, il n'est pas compté là-dedans. Il faut vraiment que ça ressort que ces jeunes, ils ont moins d'opportunités que leurs pairs. Et là, on trouve étonnamment dans l'échantillon avec les 350 cas, dans notre questionnaire, 191 cas qui peuvent être considérés comme JAMO. C'est beaucoup plus qu'on
n'a jamais trouvé dans aucun programme d'échange analysé. Et on peut se poser la question, demander quelle est la raison derrière. Il se peut que c'est vraiment ces programmes de l'OFAGE qui sont déjà tellement bien destinés à ces jeunes que tout est bon, en quelque sorte, qui réussissent brillamment à trouver ces jeunes en difficulté ou avec moins d'opportunités et les intégrer. On reste quelque peu sceptique au vu des autres critères qu'on a vus, notamment toujours la surreprésentation des milieux aisés ou très aisés, mais ça peut aller dans ce sens. C'est peut-être à compléter si on cherche une explication par le rôle de ces structures franco-allemandes, des réseaux franco-allemands qui facilitent l'accès au stage, notamment pour ceux qui autrement ont moins l'opportunité de le faire. Et on ne peut pas exclure non plus que finalement, il y a une sorte de biais qu'il y a surtout ceux qui ont voulu répondre, qui avaient une certaine gratitude envers l'OFAGE ou qui voulaient renvoyer un peu quelque chose pour dire merci à cette expérience que nous n'avons pas pu faire sans le soutien de l'OFAGE. Donc, on ne sait pas encore très bien à ce stade-là de l'enquête, mais ce qui est très clair, c'est que par rapport à tous les autres programmes d'échange que nous connaissons et dont nous connaissons les analyses, notamment au niveau européen, ces programmes-là, ils sont beaucoup plus forts pour permettre aux jeunes avec moins d'opportunités de partir à l'étranger. Voilà. Ouais. Donc, pouvoir faire venir les Jameaux, c'est possible, la preuve, hein, ça peut marcher, donc c'est quelque chose qui peut être étendu. Alors maintenant, deuxième partie, on va essayer de ne pas accélérer le débit parce que c'est peut-être pas facile pour tout le monde de comprendre le français trop rapidement, mais l'expérience du stage par elle-même. Qu'est-ce que les stagiaires disent du stage et comment on peut évaluer que le stage s'est passé? Alors, nous avons fait ce qu'on appelle une analyse de correspondance multiple. Je vais passer les détails. C'est une façon de mettre en relation différentes variables. Là, il y en a une douzaine pour essayer de voir si il y avait des profils qui se dégagent. Dans l'idée, quelqu'un qui parle très bien la langue du partenaire, eh ben, il aura des meilleures relations avec ses collègues. Et donc, ça va former une sorte de groupe ou alors il sera plus satisfait du stage que les autres. Ou alors, au contraire, quelqu'un qui va vivre dans un hébergement très collectif avec beaucoup de monde, eh bien, il sera mieux, il aura une meilleure appréhension du stage, un meilleur taux de satisfaction. Et ce qu'on remarque, c'est que, curieusement, et c'est le premier enseignement de ce graphique, c'est que la contribution de chaque variable à la dispersion des stagiaires dans l'espace des stages, et aussi bien dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils ont ressenti, est assez faible. C'est-à-dire que finalement, tous les stagiaires sont plutôt satisfaits du stage. Plus de 80% ont trouvé le stage très satisfaisant, qui répondait à leurs attentes. Plus de 50% l'auraient aimé plus long, ce qui est un indicateur un peu plus objectif de dire ça m'a plu. Il y en a 50% qui aiment ça. Tout le monde, plus de 80%, ont eu des bonnes relations avec les collègues, même ceux qui parlaient très mal l'allemand. Donc, au fond, on s'aperçoit que le stage a un effet unifiant un peu sur l'expérience et quelle que soit son origine sociale, son rapport à la langue de l'autre, son expérience préalable, il y a quelque chose de fort qui est vécu et c'est ça qui est massif. Et ça, c'est vraiment un résultat qui n'est pas très visible parce qu'on aurait aimé avoir peut-être un diagramme beaucoup plus éclaté avec plein de groupes, mais c'est quelque chose d'assez plutôt encourageant dans la mesure où l'expérience du stage, elle est un peu fondatrice. Donc, en gros, on voit que ce qui compte, peut-être tu peux passer à la suivante, c'est que l'expérience, elle est assez forte et c'est l'expérience de l'altérité. On le voit à travers les témoignages qu'on a recueillis. On est dépendant des autres, on est obligé de passer par le soutien d'autres personnes, de demander de l'aide, de se débrouiller avec une langue qu'on maîtrise mal. On est dans une situation de fragilité qui est souvent nouvelle pour ces jeunes-là et qui est très structurante parce que c'est une sorte d'épreuve qui souvent est quand même relevée et qui est dépassée. Et donc c'est ça qui fait que en étant dans un environnement plus difficile, on arrive à construire, à forger en quelque sorte sa personnalité et aussi de revenir sur l'expérience et de réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi j'ai mal compris, etc. Et ça, finalement, c'est quel que soit le niveau, quel que soit le type d'études, quelles que soient les origines sociales des parents, c'est quelque chose d'assez commun à tous les jeunes qui font ce stage-là.
Et donc, du coup, de déployer des compétences nouvelles, dites transversales, sociales, pour trouver quand même des portes de sortie quand c'est un petit peu difficile. Voilà, c'était ce petit bout-là. Donc, tu peux y aller, puisqu'on peut quand même, encore un petit peu, voilà, c'est ça, on peut quand même dégager 3 types de profils assez distinctes, mais relativement proches dans l'expérience, j'insiste encore. Alors, on les a appelés, alors c'est toujours difficile de donner un nom pour faire des catégories, là, comme ça, on a une sorte de label sur la tête, il vaut ce qu'il vaut, mais il y a les encadrés, c'est plutôt des jeunes, plutôt en formation professionnelle ou apprentissage ou en formation courte qui tentent, qui sont obligés parfois de faire le stage dans le pays partenaire, un stage souvent relativement court et qui bénéficient du soutien de l'institution scolaire dans laquelle ils sont. C'est-à-dire que sans les profs qui un peu les poussent et puis qui encadrent le stage, sans doute ils ne seraient pas tout à fait partis. Donc on voit donc pas mal d'Allemands, mais aussi des Français qui sont en haut à gauche. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, beaucoup plus nombreuse, qui sont les découvreurs, beaucoup de Français, des BTS, souvent quand c'est l'enseignement professionnel, parce qu'il y a ça aussi, ça fait partie de l'enseignement professionnel, mais aussi des jeunes qui sont en premier cycle d'université et qui se disent je vais. Alors, soit c'est obligatoire, soit je préfère faire mon stage à l'étranger plutôt que le faire en France, et puis qui parfois se payent un petit Erasmus qu'ils n'ont pas pu faire. Quand dans le cadre des BTS, parfois c'est pas évident, c'est un stage un peu plus court, c'est pas quelque chose qu'on peut faire sur un semestre entier. Donc c'est l'idée d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe, un peu d'ouvrir les yeux, d'aller faire des choses nouvelles. Et du côté à droite, c'est plutôt les stratèges, c'est-à-dire des gens qui ont mûrement mûri le projet. C'est plus souvent des Allemands. On remarque, c'est assez curieux aussi, que les Allemands et les Français ne se mélangent pas tant que ça. Finalement, chaque pays a ses propres raisons d'aller de l'autre côté. Et du côté des Allemands, c'est plus souvent des jeunes qui apprennent à devenir profs de français, qui veulent donc devenir Lehramt, ou qui ont des idées de travailler dans l'international, dans l'européen. Et c'est une des étapes, parfois nécessaires, parfois optionnelles, pour justement favoriser leur carrière, leur CV, etc. Mais tu peux changer une fois dit encore, c'est vraiment des différences relativement faibles par rapport à l'effet massif du stage lui-même. Donc en gros, on peut aller assez vite. Il y a un panel de stagiaires entre le stage de courte durée où les gens ne connaissent pas trop la langue de l'autre et puis ils sont plus ou moins forcés d'y aller, ou ils se jettent dans le bain et puis c'est une expérience structurante. Et puis il y a des stages plutôt de longue durée où c'est des gens qui ont plus plus longs, qui sont plus organisés en autonomie par les stagiaires eux-mêmes. Il y a plus d'initiatives de Bewerbung, il y a plus de candidatures spontanées. Ça veut tirer aussi opportunité d'une certaine connaissance des réseaux d'opportunités franco-allemands pour trouver des stages, pour trouver du logement. Et donc, ceux-là sont capables déjà d'utiliser des ressources culturelles que leur établissement scolaire ou leur famille ou par eux-mêmes ils ont pu avoir. Mais ça, c'est une sorte de continuum. Entre ces deux-là, on voit une sorte de régularité et le but du message, peut-être de l'Europe, c'est d'insister là où, peut-être dans les stages de courte durée, puisqu'il y a quand même beaucoup de stagiaires de courte durée, pas tous qui disent « Ah, j'aurais finalement aimé que ça dure un peu plus ». Il y en a d'autres qui disent « 2 semaines, ça suffisait ». Mais bon. Je crois que c'est à toi, Stéphane. Ouais. Tu vois, très engagé de façon. Alors, ce que tu as présenté, on peut essayer de le densifier encore un peu et de devenir encore un peu plus analytique. C'est là où cette étude, avec le grand nombre de cas analysés, permet vraiment de sortir quelques renseignements statistiquement très clairs et très forts. Avec cette offre diversifiée de l'OFAGE, on peut intégrer des jeunes avec des situations et des besoins très différents dans ces stages professionnalisants à l'étranger. Et on peut trouver des corrélations relativement fortes. D'un côté, on peut dire qu'il y a le groupe des jeunes qui ont un peu moins de diplômes, moins de capital culturel et matériel. Pour eux, ce qui leur permet d'accéder au stage, c'est vraiment les structures
franco-allemandes, les réseaux qui existent, qui sont réactifs et vivants et qui leur facilitent pas seulement de trouver un stage, mais souvent c'est même ces structures-là qui leur donnent l'idée que ça peut être pour eux aussi, qui leur permettent de comprendre que c'est quelque chose qu'ils peuvent réaliser et qui les prennent par la main carrément pour leur dire, voilà l'entreprise où tu peux aller, voilà le foyer où tu peux loger, voilà l'assurance qu'on va faire, et en plus, tu te trouves une famille qui te prend par la main. Et donc, en quelque sorte, moins on a de diplômes de capital culturel et matériel, plus on est dépendant de ces structures et on accède souvent uniquement aux stages puisque ces structures sont là, ils existent, avec le rôle prépondérant, encore une fois, des établissements scolaires et de formation professionnelle et les enseignants qui s'investissent là-dedans. Au contraire, de l'autre côté, il y a donc les stagiaires qui disposent de ces ressources, donc qui sont souvent déjà très diplômés, qui ont été plusieurs fois à l'étranger, souvent en France et encore ailleurs, et qui ont aussi souvent déjà un niveau matériel qui leur permet de partir. Pour eux aussi, ces structures sont importantes, mais ils s'en servent comme une ressource qui leur permet de réaliser leur propre projet très individuel. Ils partent plus longtemps, ils partent à des choses très précises en lien avec leur projet professionnel et les réseaux franco-allemands ne sont plus déterminants et structurants pour réaliser le stage, mais ils deviennent une ressource à leur disposition qui permet de faire un stage chez Arte dans la régie des programmes avec quelque chose de très précis, par exemple. Et donc, nous avons ces deux cas de figure qui, tous les deux, sont couverts par l'offre de l'OFAGE et qui peuvent expliquer pourquoi nous avons moi, c'est biais qu'il n'y a que les jeunes un peu plus diplômés, un peu mieux lotis qui participent. Ici, on a donc les deux. Les effets sur le moyen et long terme, la troisième partie de notre étude. Donc, à mon avis, une des premières études où on a vraiment regardé sur le grand nombre des cas qu'on a analysés, qu'est-ce qui deviennent 3, 5, 7 ans après le stage. Vincent, tu as le premier slide. Oui, donc là, c'était l'intérêt sur ce groupe de 350 personnes qui ont répondu. Donc là, c'est un échantillon spontané, c'est-à-dire on n'a pas la maîtrise de la représentativité. Bon, on a vu qu'il était assez varié quand même, puisque c'est là-dessus qu'on a fait les analyses de PCS, de professions et catégories socio-professionnelles. Donc, on regarde que très nettement, les anciens stagiaires trouvent un emploi correspondant à leur qualification beaucoup plus vite que les moyennes nationales. Donc, tu peux même afficher d'un coup, Claire, parce que... J'ai d'un coup, donc je vais un peu plus vite. Donc, en gros, 2,7 mois pour la France, 2,1 mois pour l'Allemagne. C'est pas très difficile de trouver du travail en Allemagne, plus en France, mais là, donc c'est un bonus en quelque sorte. Et puis, la moitié met souvent moins d'un mois pour trouver un boulot. Donc ça, les résultats sont bons. Alors, est-ce que c'est ceux qui ont répondu au questionnaire avaient un parcours plutôt positif et donc ils sont empressés de répondre au questionnaire, et ceux qui avaient peut-être moins réussi, eux, ils se sont dit, je ne vais pas répondre au questionnaire. Il peut y avoir des biais, il faut tout à fait honnêtement les présenter. Je peux passer à la présente supérieure. En tout cas, il y a deux choses intéressantes. C'est que quand on regarde à la fin des rapports de stage, là, on revient sur la population des 845 de l'échantillon représentatif, 4 sur 10 déclarent pouvoir s'imaginer travailler dans le pays partenaire à l'avenir. En général, ils reviennent pour une forte minorité d'entre eux, presque la moitié, quand même assez enchantés jusqu'à vouloir peut-être, pourquoi pas, déménager plus tard. Alors évidemment, on a posé la question à ceux qui ont répondu au questionnaire en ligne, et il y en a 14% des répondants au questionnaire qui ont effectivement déménagé dans le pays partenaire. Donc il y a quand même de la perte en ligne entre la fin du stage et après ce qui s'est vraiment passé dans la vie, mais c'est beaucoup plus que la mobilité globale. Je n'ai plus le chiffre en tête exactement, mais c'est d'ailleurs un des soucis de l'Union européenne. Les jeunes ne sont pas assez mobiles, ne changent pas assez de pays, etc. Donc on a quand même une sorte de boost là-dessus. Et il faut dire que les anciens stagiaires qui viennent de France sont plus mobiles que ceux qui viennent d'Allemagne, ceci n'étant pas étonnant vu la situation de l'emploi des uns et des autres. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pour beaucoup de jeunes, finalement, l'échange franco-allemand ou le stage en Allemagne ou en France, c'est un marchepied vers l'international. C'est-à-dire qu'il y a le côté franco-allemand, très culturel, on va dire, années 50-60, réconciliation, qui existe encore,
mais qui, dans l'esprit de beaucoup de jeunes, n'est pas aussi opérant que par le passé. Et finalement, comme il y a des possibilités de bourse, des réseaux dont tu parles de la société civile qui permettent de passer la frontière, eh ben, on le fait en Allemagne, mais on aurait pu le faire ailleurs. Sauf qu'ailleurs, on n'est pas aidé et que, enfin, au moins, ou différemment avec les Erasmus+, qui sont moins connus encore, mais c'est comme ça marche bien du côté français, ben, on l'utilise. D'ailleurs, on a vu des jeunes qui parlaient parfois un peu anglais pour se débrouiller dans l'entreprise, ou avec les pieds, les mains, avec des sourires, etc., ou des outils numériques. Et après, ils ont quand même une expérience linguistique, mais ça passe aussi par là. Et donc, on remarque que sur les 82 anciens stagiaires qui ont fait une mobilité internationale sur les 350, il y en a beaucoup qui vont donc en Allemagne ou en France, hein, donc 35 en Allemagne et 14 en France, mais beaucoup qui vont dans d'autres pays d'Europe, voire dans d'autres pays du monde, aux États-Unis, au Japon, en Indonésie, etc. Donc voilà, c'est un tremplin aussi vers l'étranger de manière globale, on va dire. C'est pour ça qu'il ne faut pas opposer le franco-allemand avec l'européen et avec le global. Oui, alors on vous a mis 2 petits verbatims là aussi. Voilà, on les choisit. Hein, dans le marketing, ils font toujours ça. Nous, on essaie on les a choisis puisqu'ils sont assez révélateurs. Souvent, avec un témoignage comme ça, on peut très bien saisir, même si c'est juste une illustration, voilà, de quelle est cette expérience qu'ils ont fait. La première, c'est une bac pro commerce, 4 semaines seulement dans un cas en France, en Allemagne, mais elle a fini par déménager au Canada grâce à mon stage en Allemagne, et je me suis ouverte davantage. Et elle adore maintenant la découverte de nouvelles cultures et de nouveaux pays, l'autographe de l'origine. Et la deuxième expérience qui revient assez souvent, et on voit encore une fois cette réflexivité, hein, que les jeunes, ils peuvent donner un sens à leur expérience. J'ai compris ce que c'est d'être une immigrée. Chaque jour est un défi et on doit être assez mature et fort mentalement pour vivre seul à l'étranger. Et c'est en quelque sorte cette mise en perspective de sa propre personne dans un environnement étranger qui est l'expérience forte et structurante qui permet ensuite aussi de grandir. Ça peut être très concret, hein, côté administratif, question alimentation, on n'a plus maman, papa, mais ça donne cette réflexivité et cette distanciation un peu à ses origines. Et c'est pour cela d'ailleurs que même quand l'expérience n'est pas tout à fait satisfaisante, ou qu'il y a eu des vraies difficultés, comme par exemple avec un logeur qui est irrespectueux, des problèmes de clés, ou parfois même des problèmes relationnels dans une entreprise, c'est quand même vécu positivement parce que j'ai osé dire non, je me suis battu, ou j'ai changé de stage parce que ça ne me plaisait pas. Et c'est souvent une première fois où le jeune se sent vraiment maître de son destin et peut revenir là-dessus. Donc c'est pour cela, ça explique aussi le fort taux de satisfaction, c'est même quelque chose de difficile, ben on en fait quelque chose de bien. Et donc tu peux passer sur le, voilà, très bien, non, pardon, du coup c'est le résultat de l'étude, c'est quand on demande, voilà, au questionnaire, on demande est-ce que le stage a été important, et il y a presque 70% des jeunes qui disent oui, le stage a été un tournant décisif dans ma vie, et c'est par cette expérience de l'étrangeté surtout qui je crois qu'on a dépassé le temps. Hein, on fait une petite conclusion encore très rapidement. Là, voilà, c'est les résultats. Vous avez vu des effets directement mesurables, carrière professionnelle accélérée et une forte réflexivité. On est capable de donner un sens à ces expériences faites et on a fait l'expérience tolérante en quelque sorte de la relation à l'autre. Cela vaut pour la forte diversité des participants qui viennent de tous les milieux et ça fonctionne, on a vu, à travers la mobilisation des réseaux franco-allemands et grâce à la diversité de l'offre de l'OFAGE. Et donc, c'est des programmes en quelque sorte relativement efficaces au vu de ce qu'ils veulent obtenir. Et là, on peut maintenant, on continue déjà, poser la question, quel est le lien avec le niveau européen? L'Union européenne, en 2021, le chef d'État du gouvernement avait tenu un sommet social à Porto avec dans les conditions, un point qui avait directement une relation aux jeunes, permettre aux jeunes de contribuer à édifier l'Europe de demain en notamment tirant pleinement parti des possibilités qu'offre Erasmus+, pour favoriser la mobilité à travers l'Europe pour tous les étudiants et apprentis. Donc, on ouvre Erasmus aux apprentis. On le fait depuis quelques temps avec Erasmus+, mais le vice-président Wieland l'a déjà dit tout à l'heure, si nous avons 10 millions de séjours d'Erasmus depuis 1987,
il y a aujourd'hui seulement 8% des bénéficiaires qui sont en apprentissage ou en professionnalisation. Et sur ça, mon dernier slide, est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Ouais. On peut tirer quelques leçons de cette étude. Comment permettre à un plus grand nombre de jeunes de faire une expérience pareille en partant des résultats de cette étude? Il faut plus encore que Erasmus le fait déjà, impliquer les réseaux de la société civile, les jumelages, notamment dans les établissements de formation professionnelle, d'enseignement. Dans le cadre de l'OFAGE, ils sont associés à l'offre de l'OFAGE et ils sont mobilisés aussi dans une forme structurée et organisée pour donc permettre toute cette large offre de différents types de programmes de stage à l'étranger. Et il y a un double rôle pour les réseaux de la société civile. Pour les plus jeunes, pour les moins bien lotis, le soutien d'accompagnement structurant, et ça devient ensuite des ressources qui permettent à ceux qui ont un peu plus de moyens, de capital déjà, la réalisation d'un projet très individuel. Sur ça, je crois qu'on a fait le tour de notre présentation. Merci à l'OFAGE pour le soutien et la confiance. Pendant 3 ans, c'est pas facile hein, quand on regarde à l'extérieur et on donne de l'argent et on donne de la confiance. Et merci à vous pour votre patience, évidemment, aux jeunes qui ont participé à notre étude. Merci. Un grand merci à vous deux, Stéphane et Vincent, pour cette présentation. Le temps passe, nous avons une petite vingtaine de minutes pour échanger avec vous, avec le public. Moi, juste, je vois des questions qui apparaissent dans le chat, notamment de savoir si les anciens stagiaires se retrouvent ensuite, dans certains cas, dans les réseaux franco-allemands. Les réseaux franco-allemands sont assez nombreux, sont denses. Est-ce que cette expérience franco-allemande conduit ensuite à alimenter en quelque sorte ces réseaux franco-allemands? Donc, je vous retourne la question et j'en profite pour vous dire que moi j'ai trouvé particulièrement intéressant de voir que l'impact de ces stages, ce n'est pas seulement d'avoir un plus sur le CV, de favoriser l'intégration sur le marché du travail, ça on s'en doute, mais cette idée de grandir, de développement de la personnalité, ça c'est évidemment fondamental et ce n'est pas forcément un élément auquel on pense direct. Mais je vous laisse répondre à la question. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux éléments se retrouvent à travers toute la variété des stagiaires. Autant chez ceux qui ont fait que 4 semaines, 6 semaines, c'est un peu le minimum, les 2 semaines, c'est vraiment les plus courts, que ceux qui sont restés 6 à 9 mois. C'est assez comparable. On l'a vu sur l'ACM, tous les petits points, que ça reste au fait assez, ça se ressemble assez. Sur cette question des anciens stagiaires, ils sont relativement jeunes. Et de notre expérience ou des enquêtes sur l'engagement dans les réseaux franco-allemands, souvent ça vient à un âge un peu plus avancé, mais dans les offres ou dans les engagements qui s'adressent aux plus jeunes, on retrouve ces personnages-là et on a aussi des témoignages, pas seulement qu'ils investissent dans les réseaux franco-allemands, mais ce que je trouve encore plus intéressant et plus important, peut-être presque, puisque le monde franco-allemand reste assez petit et un peu renfermé sur lui-même. On a donc des stagiaires allemands, par exemple, qui vivent maintenant en France et qui disent, pour plus encore m'intégrer, je m'engage dans une chorale, dans une action sociale, et avec des Françaises et des Français, ou à l'inverse des Français qui sont en Allemagne et qui disent, là où j'ai vraiment appris, où j'ai vraiment réussi à tirer profit de cette expérience, c'est quand je suis allé au sport ou dans la Theater AG pour avoir une expérience avec des Allemands et des Allemands. Encore plus que l'engagement dans le franco-allemand, mais on a aussi des exemples d'un engagement franco-allemand, je pense. Sinon, là, on a aussi médias, puisque 2/3 des stagiaires ont conseillé ou aidé d'autres personnes à faire un stage dans un pays étranger. Là, c'est sur les 350 qui ont répondu au questionnaire. Donc, on a cet effet multiplicateur qui est assez visible. Ça m'a servi, ça a été utile pour moi. Je peux te donner un coup de main, je te conseille de le faire. Quitte à donner des conseils
pour ça. Donc, c'est quand même, l'effet multiplicateur existe, hein, et c'est une des forces, je pense, du franco-allemand et de l'OFAGE, c'est qu'il y a quand même une accumulation d'expérience, de savoir-faire, de réseau. Il y a toute une histoire de 50 ans qui fonctionne et qui a été lente à construire et qui sera peut-être construite au niveau européen avec d'autres pays et d'autres réseaux, mais ça ne vient pas du jour au lendemain quand même. Oui, c'est la construction de cette toile au niveau de la société civile, au niveau économique également, du tissu économique. Avant de passer à la question suivante, je voulais demander aux collègues du DFI, donc pas à Stéphane, mais aux collègues présents à Ludwigsburg, s'il y avait moyen de changer l'écran pour que la salle à Strasbourg apparaisse de façon un petit peu plus grande. Je crois que ce serait peut-être plus sympathique. On est déjà tout petit sur l'écran, donc ça pourrait être pas mal. Donc, si ça marchait, ce serait formidable. Ouais, si c'est les cas pour tout le monde. Et ouais, je sais pas. Et j'en profite également pour vous dire, c'est dans le chat, mais quand même que si vous voulez commander l'ouvrage, n'hésitez pas. Il y a l'adresse, donc recherche-évaluation@ofage.org, et nous ferons un grand plaisir de vous envoyer l'ouvrage. Voilà. Je ferme la parenthèse publicité et je passe à la question suivante. Donc, est-ce que vous avez pu comparer cette expérience franco-allemande avec d'autres types de structures bilatérales en germano-polonais, en franco-italien, pour citer quelques exemples. Et si vous n'avez pas eu le temps, est-ce que vous avez des hypothèses à ce sujet? Oui, l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Le problème, c'est un peu moins le temps, mais que sur ces dispositifs-là, on n'a pas d'études comparatives qui permettent de vraiment adresser les mêmes questions que nous avons adressées. Et évidemment, il n'y a pas ces études puisqu'il n'y a pas cette diversité de l'offre que l'OFAGE propose pour le cas franco-allemand. Et troisième élément, on n'a pas cette structure, ces réseaux de la société civile très denses qui sont mis à contribution. Ils peuvent exister entre l'Allemagne et la Pologne, par exemple. Il y a aussi des jumelages, il y a des gens très engagés. Mais ces jumelages, ils ne sont pas intégrés, chapeautés, associés à quelque chose d'un peu plus grand qui les dépasse et qui fait partie du paysage officiel pratiquement franco-allemand. C'est cette particularité du franco-allemand que la société civile, à travers l'OFAGE, a un siège, un rôle aux affaires bilatérales franco-allemandes, à la grande politique. Donc, ce n'est pas seulement le niveau communal ou local où vous êtes engagé en tant que président d'un comité de jumelage, mais vous pouvez vous vanter en quelque sorte. Vous pouvez profiter de ce chapeau de l'OFAGE et vous avez aussi du soutien financier et puis aussi l'existence de cette offre très diversifiée. Il y a une question, je lisais aussi, excuse-moi, hein, Claire, la question est intéressante sur les différences culturelles entre la France et l'Allemagne, puisqu'on en a parlé. On ne va pas parler de ça parce que c'est trop long, hein, il faudrait regarder tous les carambolages. Mais sur la question de l'éducation, des systèmes d'éducation entre les deux pays, il y a des grosses différences. Hein, et donc, par le fait qu'en Allemagne, l'université est quand même plus difficile à accéder pour les milieux populaires et que très vite, les gens soient, notamment les enfants d'immigrés, soient plutôt poussés vers l'enseignement professionnel et l'alternance. C'est des choses qui sont massives en Allemagne et qui sont beaucoup plus vécues différemment en France, où beaucoup de jeunes qui ont une scolarité à peu près globale peuvent rentrer à l'université. Et moins font de l'enseignement professionnel dans le cadre de l'alternance, qui est très contraignant. Et monsieur le directeur l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas le cadre idéal pour faire des échanges. Ce qui explique peut-être pourquoi il y a autant de JAMO aussi dans les effectifs, c'est parce que voilà, le système français a ses limites, mais a quand même l'intérêt d'être peut-être un peu plus ouvert à la diversité sociale. Et du coup, les jeunes, ils ont un peu le temps de faire cette expérience-là. Donc, c'est quand même, on bute sur des freins structurels dus aux différences de système d'éducation. Et une des peut-être préconisations qu'on peut faire, c'est que pour qu'il y ait plus de jeunes Allemands en apprentissage qui aillent en France,
faudrait peut-être réfléchir à des contrats avec les patrons, les employeurs qui ont besoin de leur force de travail, mais pour leur dire, au moins pendant un mois, il est obligé de partir à l'étranger. Point. Ça peut être quelque chose qui est fait du côté allemand pour libérer les jeunes de cette obligation d'être toujours présents, de façon à faire eux aussi une expérience enrichissante, une sorte de rite de passage initiatique en France. L'idée de passage initiatique est très... L'expression passage initiatique est très intéressante et on rejoint le titre du livre, Partir pour grandir. J'ai vu dans le chat qu'il y a un témoignage, donc ce n'est pas une question, c'est un témoignage de quelqu'un qui, il y a plus de 20 ans, a fait un stage de 3 mois, donc c'est un stage long, mais enfin, c'est quand même pas très long quand on regarde sur la période de 20 ans, et qui reste fidèle aux franco-allemands. Donc, on voit justement ce caractère initiatique, ce caractère formateur et la loyauté possible qu'entraîne cette expérience. On parlait tout de suite de l'accessibilité de ces stages, donc comment motiver aussi des jeunes, comment intéresser des jeunes à faire ces stages, à les réaliser. Et j'en viens à la question aussi du chat sur d'autres stages possibles. Alors, est-ce qu'on peut diffuser davantage cette information? Est-ce qu'on peut mettre en commun les différents réseaux de stages pour encore plus aller vers les jeunes, faire connaître et encore démultiplier en fait cette expérience? Est-ce que ça vous semble possible en termes de recommandations politiques au niveau franco-allemand et peut-être au niveau européen? Le problème, peut-être je commence, puisque travailler avec la société civile, les structures franco-allemandes, ça fait partie de mon quotidien et je les connais bien. Évidemment, on peut toujours mieux informer, on pourrait mettre un peu plus d'argent dedans, un peu plus de reconnaissance aussi, surtout pour les enseignants, les enseignantes qui s'impliquent là-dedans, une décharge horaire ou quelque chose, tout ça on peut imaginer, mais en même temps de trop structurer cette offre, on risque aussi d'une certaine manière de tuer la spontanéité et la vivacité de cette société civile franco-allemande. Donc, il faut qu'il reste une partie un peu brouillée, un peu spontanée, un peu par hasard. J'ai entendu par un tel qui a entendu par une telle qui a la possibilité de partir. Certes, on peut aujourd'hui, avec Internet et tout ça, beaucoup mieux informer. On peut le centraliser un peu. Ça vaut surtout pour le cadre français où cette éducation nationale, elle reste l'éducation nationale très structurée, mais pour chaque personne qui a jamais mis un pied dans l'éducation nationale, on sait aussi le poids, comment ça pèse, les structures administratives, et il y a un peu un trade-off, comme on dit ça en français, entre la manière de plus administrer, hiérarchiser, organiser et tuer la liberté qui reste pour partir, puisqu'en fin de compte, c'est une liberté et c'est le plus important là-dedans de profiter de cette liberté. J'ajouterais juste aussi que les questions de stage, ça fait partie de la grande question de l'orientation professionnelle, qui est quelque chose de très délicat, de très complexe et qui fonctionne beaucoup sur l'exemple, le bouche à oreille, sur on connaît des gens qui ont réussi, etc. Et il ne suffit pas de mettre sur Internet des offres de stage et de dire il y a des bourses. C'est indispensable, mais ce n'est pas ça qui va rendre perceptible aux jeunes que c'est possible et que c'est pour eux. Et souvent, un travail qu'on peut faire, c'est un travail de fourmi, de terrain. C'est pour ça qu'il faut construire cette société civile en disant « mais si, mais toi, tu peux le faire ». Et souvent, il y a des profs, on l'a bien vu dans les comptes rendus de stage, qui ont dit « c'est mon prof d'allemand qui a insisté pour que je fasse ce stage en Allemagne ». Et franchement, il ne m'aurait pas un peu poussé, voilà, je ne l'aurais pas fait. Et il y en a beaucoup de gens comme ça. Et ça, ce n'est pas juste de l'information, ce n'est pas juste une bourse, hein, voilà, c'est un accompagnement humain et qui est indispensable pour ces questions-là. Là, on peut pas le voir, je crois. Hein, on est un peu petit, oui. C'est trop petit. Il y en a pas. Donc, dans le livre, on a des cartes aussi, des cartes qui vous montrent d'où ils sont originaires, les stagiaires, et où est-ce qu'ils font leur stage pour la France et l'Allemagne. Et vous découvrez qu'il y a étonnamment un cluster. Cluster, c'est aujourd'hui devenu presque un mot, mais à l'époque, c'est des nuages de points, on va dire. Quelque part, au fond de la Bretagne,
un peu au nord de Rennes, de stagiaires allemands. Et là, des acteurs comme l'OFAGE, ou aussi d'autres, ils peuvent identifier qu'est-ce qui se passe là. Il doit y avoir peut-être un partenariat entre une Berufsschule, une école de formation professionnelle, et une structure d'accueil ou quelque chose comme ça. Et on peut soutenir de manière très ciblée ce partenariat. La faciliter un peu la vie en facilitant la partie administrative, l'accès aux bourses, les dossiers à remplir, prendre connaissance de la réalité de terrain, là-bas, de quel est le profil de leurs jeunes. Ça, on peut faire, et à mon avis, c'est plus utile que de mettre un autre site en ligne, puisque Internet en contient déjà beaucoup, et c'est pas forcément en multipliant les informations qui ensuite ne sont pas vraiment accessibles qu'on va améliorer ça. C'est plutôt, je pense plutôt à mieux connaître le terrain. En Allemagne de l'Est, il y a très peu de stagiaires français. Il y a aussi des nuages de points, des clusters, et on pourrait investir. Pourquoi? C'est pas uniquement à Berlin, mais à Leipzig, à Dresde, où il y a une présence française, une francophilie depuis des longues années déjà, et pourquoi c'est là-bas. Et là, on peut aller investir et aller sur place, et on ne touchera pas seulement un seul cas, parce que l'OFAGE va dire on ne peut pas, avec 3000 stagiaires, regarder chaque cas individuellement, mais on a une dizaine, une vingtaine, et on les a surtout de 2013 à 2017. Tous les ans, ils envoient 5, 6, et du coup, ça peut être intéressant pour un peu mieux soutenir ces initiatives individuelles ou de la société civile. Ouais. Voilà. Donc on voit bien que la dimension humaine, la dimension aussi, le flambeau, passer le flambeau entre pairs, si des jeunes qui racontent, ça joue un rôle très important. Donc, il y a aussi cette dimension émotionnelle avec le témoignage qui, j'ai l'impression, est centrale. Pour terminer, puisqu'il nous reste 5 minutes, et je pense que c'est une question qui est une très belle question. Pour terminer, la notion de considération, la notion de reconnaissance. Est-ce que le fait de, donc, comme on le voit ici, la considération est une dimension très subjective. Est-ce que vous avez ressenti ça dans les entretiens que vous avez menés? Est-ce que les jeunes qui partent en stage à l'étranger dans le pays partenaire se sentent vus autrement, regardés autrement et bénéficient d'un autre type de considération? Et ce sera votre mot de la fin. Non, mais la question est très bien. Je remercie de l'avoir posée parce que effectivement, elle est à différents niveaux, cette considération et ce gain en considération. C'est-à-dire que les jeunes qui vont à l'étranger, ils ont des collègues qui ne parlent pas la langue de l'autre et qui disent « Ah, bah, tu es un Français, tu viens dans une entreprise Allemagne, mais dis donc, tu es super courageux, moi, j'aurais jamais fait ça à ta place. » Parfois, des personnes plus âgées. Donc, déjà, ils ont une sorte de… C'est un peu des héros d'avoir osé aller de l'autre côté. Et puis, après, le fait de revenir et de dire bah, « Je l'ai fait, j'ai réussi, ça n'a pas toujours été facile, etc. » Il y a aussi un gain d'une image de soi et vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même qui est très important. Donc, du coup, en fait, c'est gagnant-gagnant, hein, en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a des gains en façon de se revoir soi-même, en se donnant aussi des petits défis qu'on arrive à relever. Et c'est ça qui est très important, c'est que peu importe la durée du stage, peu importe le type d'études, il y a toujours un défi à relever. Et comme l'offre est très large, et ben forcément, finalement, les jeunes trouvent pour la plupart quelque chose qui leur convient et qui les font grandir, mais sans trop aller sur une marche trop grande, hein, ça peut être un échec. Là, on arrive à adapter la taille de la marche. Mais c'est tout à fait ça, oui. Et du coup, ils ont aussi quelque chose qui fait partie de l'Europe, mais qui n'est pas l'Europe, c'est bien parce qu'on m'a dit qu'il fallait dire que c'était bien, etc. Mais c'est parce que j'ai vécu ce côté-là et je m'en suis sorti. J'ai vécu quelque part en Europe, dans un pays qui n'est pas le mien, et c'est faisable et c'est réplicable comme expérience. Un mot de conclusion 30 secondes, 1 minute. Je pense, je ne peux pas mieux le dire que Vincent. Hein, on voit surtout cette réflexion sur sa propre personnalité, toute la problématique qu'on a vue avec les notions qu'on donne de l'extérieur. Quand on a dit que c'est des jeunes qui ont des origines étrangères ou quelque chose, peut-être les jeunes eux-mêmes, ils ne sont même pas conscients. Ils ne sont pas considérés comme
immigré en France, puisqu'ils ont grandi en France depuis toujours, ils sont français. Avec notre travail sociologique, on prétend qu'ils ont immigré en France, alors que ce n'est même pas le cas. Et on a des cas qui, en Allemagne, du coup, se rendent compte qu'en France, on ne les traite pas tout à fait comme des Français comme les autres, et qu'en Allemagne, ce problème ne se pose pas. Dans l'autre sens aussi. Ou alors que dans l'entreprise, il y a plus de respect du côté allemand que du côté français. Parce que souvent, il y en a des jeunes qui ont fait des stages en France. Alors, il ne faut pas généraliser, hein, mais il arrive que dire, ah bah tiens, en Allemagne, il y a des relations de travail où quand même j'ai ma place. Donc, c'est possible. En gros, un autre monde de l'entreprise est possible. Il ne faut pas idéaliser l'Allemagne. Il y a aussi des expériences parfois difficiles, hein, mais c'est important. Voilà. Et ma conclusion est bien, quoi. 30 secondes. D'accord, mais vraiment 30 secondes. Je pense que c'est encore l'occasion de remercier l'OFAGE de la confiance qu'ils ont fait pour une grande organisation comme l'OFAGE. C'est très difficile de donner accès à tous ces dossiers, 3000 cas, à permettre à quelqu'un de l'extérieur de regarder dedans. Et il faut dire qu'on n'a pas eu de contrainte quelconque. Vous nous avez laissé travailler librement, scientifiquement, avec toute l'indépendance qu'il fallait. Et maintenant, évidemment, ce qu'il faudrait, ce qui serait souhaitable, c'est d'avoir d'autres types d'études de ce genre qui permettent de comparer, de mieux comprendre le phénomène en associant l'expérience subjective avec ce qu'on peut voir objectivement, l'accès plus rapide au marché du travail, l'ouverture, la mobilité, ces éléments-là pour encore mieux identifier et comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui permet de partir à l'étranger pour grandir, pour entrer qu'on. Merci. Merci pour le merci. Merci également de la part de l'OFAGE qui travaille, qui est passionnant. Donc, partir pour grandir, lisez-le, commandez-le. Il y a encore des tas de choses qui sont à découvrir dans ce livre avec des témoignages, avec des récits de jeunes de France et d'Allemagne. Un projet de recherche donc en appel à nôtre, un projet de recherche qui doit être approfondi. Donc merci aussi beaucoup pour cette proposition. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir contribué avec vos questions. Ça a été un grand plaisir d'échanger avec vous. Et puis, on le disait en début de conférence, c'est un sujet européen. Il y a une séquence jeunesse avec l'année européenne de la jeunesse, avec la présidence française du Conseil de l'Union qui met aussi l'accent sur ces questions, avec demain une rencontre qui a lieu, et j'espère que nous avons contribué à ces réflexions au niveau franco-allemand et aussi au niveau européen. Bonne soirée. Bonne soirée. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Portez-vous bien. À bientôt.